Les besoins humanitaires sont urgents. On va y revenir. Très important, 1,2 milliard d'euros d'ici la fin d'année selon l'ONU. 1 milliard d'euros a été promis lors de la conférence humanitaire organisée à Paris ce jeudi. Est-ce que c'est une aide humanitaire qui est à la hauteur des besoins, dans l'absolu? Et deuxième question, une fois que cette aide, si jamais les promesses sont tenues et les biens sont achetés, comment les acheminer dans la bande de Gaza? Bien, la seule façon de les acheminer, c'est d'accepter l'idée d'un cessez-le-feu. On parle de trêve. La trêve, ça permet aux camions de circuler. C'est déjà ça. Dans une situation aussi dégradée, tout est bon à prendre. Donc les organisations humanitaires qui ont, publiques ou privées, qui ont participé à cette conférence, avaient cela en tête. Les initiatives prises ces derniers jours par la Jordanie notamment, qui a procédé à des largages d'aide humanitaire par voie aérienne, tout ça, c'est des choses qui ne conviennent pas à la situation, qui ne répondent pas efficacement à l'ampleur de la situation. C'est vraiment une goutte d'eau dans la mer au sens strict. Ce sont les proportions qu'il faut garder. Alors, quand on a très soif, une goutte d'eau, ça compte. Mais enfin, c'est par rapport à une immensité de besoins créés par ces bombardements massifs qu'on se situe dans une situation qui était déjà dégradée par le blocus antérieur. N'oublions pas, par exemple, Médecins sans frontières avait monté une unité spécialisée dans la gestion, dans les soins aux brûlés, parce qu'il y avait une recrudescence, il y avait comme une épidémie de brûlés depuis des années, du fait que les coupures d'électricité constantes dans la bande de Gaza obligent les gens à recourir à des lampes à pétrole et à des bougies, et que dans des appartements, avec des gens qui n'ont plus l'habitude, parce qu'ils ont l'habitude de l'électricité, n'ont plus l'habitude de la lampe à pétrole et de la bougie, il y a des risques d'incendie qui se traduisent par des incendies réels, et donc des brûlures. Donc une épidémie de brûlures est directement la conséquence de ce blocus qui précédait la guerre, qui n'a fait que se resserrer depuis la guerre. Donc on est déjà dans une situation très dure qui s'est aggravée considérablement. Les États-Unis se refusent pour l'instant à évoquer un quelconque cessez-le-feu, puisqu'ils plaident pour des pauses humanitaires. Israël ne veut pas l'entendre parler, puisque l'État d'Israël en reste à sa volonté d'éradiquer le Hamas. Les Européens sont divisés. Quel est ce concept d'abord de pause humanitaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut, les pauses ou les trêves humanitaires, ça existe. Nous en avons, enfin moi personnellement, au Sri Lanka, au Salvador, en Somalie, j'ai connu ce genre de choses. C'est-à-dire un moment où on suspend les hostilités pour laisser sortir des blessés, entrer des médicaments ou des vivres. Ça fait partie d'un certain nombre d'usages de la guerre. La question du droit international là-dedans intervient parce qu'il prévoit cela. Mais au-delà du droit international, il y a le souci, existant ou non existant, de ménager un espace de dialogue dans l'idée de reprendre ensuite une discussion, parce qu'une guerre, ça n'est pas une fin en soi. Une guerre, ce n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif politique. Le problème là, c'est qu'on ne voit pas du tout, enfin l'un des problèmes, pardon, c'est qu'on ne voit pas du tout l'objectif politique. Personne n'est en mesure de dire ce que signifie concrètement éradiquer le Hamas, sachant que tout le monde sait que le Hamas, c'est pas seulement une organisation, c'est aussi une idéologie, une idée, un dispositif institutionnel, etc. Donc ça ne veut rien dire. Tous les gens qui gardent un peu lucidité, qu'ils soient hostiles ou favorables à la politique israélienne, admettent que là, il y a une espèce, un impensé, un trou noir extrêmement inquiétant et qui inquiète d'ailleurs beaucoup les Américains. Mais les Américains restent malgré tout à la remorque d'Israël. Alors pour revenir à la question du cessez-le-feu, le président français, donc Emmanuel Macron, a donné une interview hier à la BBC britannique où il exhorte Israël à cesser les bombardements qui tuent des civils, je cite, à Gaza. Nous partageons la douleur des Israéliens et nous partageons leur volonté de se débarrasser du terrorisme. Mais de facto, aujourd'hui, des civils sont bombardés, des bébés, des femmes. Ces personnes âgées sont bombardées et tuées. Il n'y a aucune justification et aucune légitimité à cela. Ce sont des mots qui sont très très forts quand même. Est-ce que c'est un tournant, à votre avis, dans la position française, cette déclaration ? Disons que la position française a été tellement sinueuse jusqu'à présent, se contradisant elle-même d'une déclaration à l'autre, que même si on peut se réjouir d'entendre des mots qui correspondent enfin, qui se hissent peu à peu à la hauteur de la situation, on ne peut pas en conclure que c'est l'inauguration d'une nouvelle politique. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas
de nouveautés politiques s'il n'y a pas des pressions fortes, c'est-à-dire des sanctions, par exemple, économiques appliquées à Israël. Quand on voit que l'Allemagne, par exemple, continue de livrer des armes à Israël au motif qu'elle se sent responsable de la Shoah, c'est absolument tout en désarmant. finançant l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens d'ailleurs. En finançant effectivement l'UNRWA, par ailleurs, mais Scholz a clairement déclaré, a dit très, très explicitement que c'était la culpabilité allemande par rapport à la Shoah qui l'amenait à soutenir inconditionnellement Israël. Donc les Allemands battent leur coulpe sur le dos des Palestiniens qui n'ont rien à voir avec la Shoah, mais qui expient le prix que les Allemands estiment avoir à payer aux Juifs. Voilà le genre d'impasse dans lequel on se trouve. Mais j'ai dévié de mon propos. Je voulais insister sur le fait que la clé de ce conflit, elle est principalement aux États-Unis, car sans les États-Unis, Israël n'a pas les moyens de mener sa politique coloniale, n'a pas les moyens d'entretenir un énorme dispositif militaire nécessaire à contrôler la Cisjordanie et à se protéger contre les menaces induites par cette occupation, menaces venant du Liban, de la Syrie, de l'Iran, etc. Donc tant que cette situation perdurera, Israël se sentira dans un sentiment de toute puissance, allié d'ailleurs à un sentiment de vulnérabilité accru par cette attaque terrible du 7 octobre. Et le mélange toute puissance, vulnérabilité, c'est un mélange absolument explosif. Et c'est ce que l'on voit là maintenant. Vous avez parlé, Ronnie Bourman, du droit humanitaire. Est-ce que ce droit humanitaire, tel qu'il existe encore aujourd'hui, est adapté aux conflits, ou en tout cas à certains des conflits que nous connaissons en ce moment, des conflits asymétriques, pour reprendre le terme que vous utilisiez tout à l'heure, qui n'opposent plus forcément des États à d'autres États, mais des États à des groupes, des organisations considérées comme terroristes? Le droit humanitaire a évolué au cours de son histoire. Il date des années 60 du 19e siècle, première convention de Genève, et la 4e convention de Genève, elle date de 1949, après la Deuxième Guerre mondiale, complétée par ce qu'on appelle des protocoles additionnels qui prennent en compte justement ces guerres asymétriques, ces guerres de libération nationale, ces guerres où, je le rappelle, les insurgés étaient appelés des terroristes, en Algérie, en Colombie, enfin dans toutes sortes d'endroits, et des terroristes qui deviennent ensuite des résistants et qui passent éventuellement au pouvoir, comme d'ailleurs en Israël. Israël se vivait aussi comme... le sionisme se vivait aussi comme un mouvement d'émancipation nationale contre le colonialisme britannique et... Menachem Begin a posé des bombes. Bon, bref. Donc tout ça est bien connu. Donc du point de vue du droit humanitaire, le cadre dans lequel se déroule cette guerre n'est pas si déroutant que cela. Simplement, le droit humanitaire a des limites structurelles parce qu'il repose sur l'idée que les guerres sont un fait avec lequel on doit composer, que c'est une réalité dont on ne cherche pas à s'échapper, on s'inscrit dans le cycle de cette réalité, mais on cherche à en atténuer les conséquences. Donc il s'agit, en quelque sorte, de civiliser ou d'humaniser la guerre en se fondant sur un principe primordial qui est d'éliminer les cruautés excessives. Et l'élimination de la cruauté excessive passe par deux choses: le principe de proportionnalité et le principe de distinction entre combattants et non combattants. Mais qui décide qu'une attaque est proportionnelle? Qui décide qu'une cruauté est excessive ou qu'au contraire une cruauté est nécessaire? Parce que l'envers de la cruauté excessive, c'est la cruauté nécessaire, celle à laquelle on doit procéder parce que la guerre l'impose. Eh bien, ce sont évidemment les généraux qui mènent la guerre, et secondairement, éventuellement, une juridiction internationale comme la Cour pénale internationale, qui est actuellement saisie pour fait de génocide, et on va voir ce qu'il en sera fait. Est-ce que certains États occidentaux ont demandé à Israël de respecter le droit humanitaire? Il y a eu cette conférence humanitaire, encore une fois, à Paris ce jeudi. Est-ce que c'est une manière pour certains États d'intervenir dans ce conflit parce qu'ils n'ont pas d'autre situation politique? C'est-à-dire de prendre le droit humanitaire, d'insister sur le droit humanitaire sans trouver de solution politique. Pour continuer ce que vous disiez tout à l'heure.
pour moi, la solution politique existe, encore une fois, c'est faire pression sur Israël pour arrêter l'occupation militaire des territoires et démanteler les colonies. C'est une solution politique. Je ne dis pas qu'elle est facile, je dis qu'elle existe et que tout le monde la connaît. Donc on fait parfois semblant d'ignorer que cette solution existe, alors que tout le monde, en fait, l'a en tête. Mais pardon, quelle était votre question? Savoir si l'attitude de certains pays occidentaux qui soutiennent le droit humanitaire, qui appuient ce droit humanitaire, en demandant à Israël de le respecter, mais sans forcément proposer de solution. Pour moi, c'est une façon de se draper dans une morale bon marché. Parce que le droit humanitaire, il n'a pas commencé le 7 octobre. Le droit humanitaire, il s'applique, le droit international d'ailleurs, d'une manière plus générale, dans sa version humanitaire, mais le droit international tout court, a été méthodiquement, systématiquement violé. Israël bénéficie d'un record, enfin peut-être flatté d'un record, celui des résolutions de l'ONU qui ont été bafouées, et en particulier la résolution 242, qui prévoit donc le retour des réfugiés et la restitution des territoires. Israël a méthodiquement refusé tout processus de paix, l'a discrédité. On pourrait reprendre les étapes une par une depuis Madrid, Oslo, Tabat, l'accord de Genève, l'accord de l'Arabie Saoudite. On pourrait mentionner les différents premiers ministres qui se sont succédés depuis l'assassinat de Rabin. Je rappelle qu'au gouvernement aujourd'hui figurent les commanditaires de l'assassinat de Rabin. Depuis l'assassinat de Rabin, chaque Premier ministre sait que s'il fait un pas trop grand vers la paix, il risque lui-même la peine de mort, si bien que tous s'en sont abstenus. Donc c'est cela qui est le problème principal. Or, jamais le droit des Palestiniens à se défendre, l'interdiction qui est faite à un pays d'installer des populations civiles sur des territoires conquis par la force, jamais ces rappels ne sont opérés. Ne nous étonnons pas que dans le Sud global, les pays occidentaux qui étaient à même de faire ce rappel et qui se targuent d'être démocratiques et de soutenir une démocratie au Proche-Orient, jamais ces pays occidentaux, ou quasi jamais, disons pour être juste, n'ont fait ce genre de rappel qui était pourtant indispensable pour qu'il y ait une progression réelle vers la paix. Donc si, pour reprendre une expression qu'on entend beaucoup dans la bouche et la voix des pays occidentaux, selon vous, si je suis à votre raisonnement, Israël a le droit de se défendre, ce que disent les responsables occidentaux en introduction de toute analyse de la situation. Pour vous, c'est un blanc-seing pour qu'Israël perpétue sa politique ? Mais à l'évidence, dès lors qu'une seule partie a le droit de se défendre, alors qu'il y a deux parties, et qu'en plus la deuxième partie, c'est-à-dire la partie palestinienne, est la partie agressée, hein, pourquoi est-ce que, par exemple, dans de nombreux pays dans le monde, on considère qu'il y a un scandale de deux poids, deux mesures? Parce que quand la Russie attaque l'Ukraine, on se réfugie derrière le droit international pour justifier et je pense qu'on le fait à juste titre, au demeurant, pour justifier un armement, une aide significative apportée à l'Ukraine. Et pourquoi est-ce que lorsque Israël attaque la Palestine, occupe la Palestine, le droit international s'évapore, et la seule chose qu'on demande, c'est faire passer quelques anesthésiques et quelques sacs de vivres. Là, il est évident qu'il y a un deux poids deux mesures insupportable, et que dans le monde entier, c'est visible comme le nez au milieu de la figure. Il n'y a que dans notre petite Europe qu'on semble ignorer cela, ou en tout cas en tenir très peu de compte.